Il est 23 heures partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier point de l'information. La caution exigée par les propriétaires de maisons, désormais fixée à 2 mois maximum, c'est une des décisions prises en Conseil des ministres ce matin, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan certifié OACI, il s'agit d'une exigence pour l'Organisation de l'aviation civile internationale qui atteste que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny répond aux exigences de sécurité. Et puis au moins 16 morts et une vingtaine de blessés dans une série d'attentats perpétrés à Medjugorje, c'est dans le nord-est du Nigeria. Des femmes kamikazes se sont faites exploser à plusieurs endroits de la ville. La caution exigée par les propriétaires de maisons désormais fixée à 2 mois maximum, c'est une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On fait le point tout de suite avec Jérôme Kofi Abolin. Fini les cautions exorbitantes exigées aux locataires. Le gouvernement demande aux propriétaires de maisons de les limiter désormais à 2 mois maximum. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi au Palais présidentiel. Ce projet de loi vise à réformer la législation en vigueur en matière de baux à usage d'habitation, afin d'adapter cette législation aux réalités nouvelles que connaît notre pays, réalités qui sont la faiblesse de l'offre de logements à usage d'habitation et contraintes fortes d'accès au logement par un grand nombre de nos concitoyens. Ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre le bailleur et le locataire, d'encadrer durablement les montants des loyers et de simplifier, de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer le coût de location des logements. Ainsi, ce projet de loi encadre désormais strictement le paiement de loyers d'avance ainsi que la garantie locative, ce qui s'appelle communément la caution, désormais limitée à 2 mois au maximum du loyer. La garantie locative doit être remboursée au locataire dans un délai de 1 mois après la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur, le loyer non réglé ou éventuellement des travaux à effectuer. En cas d'insuffisance du dépôt de garantie, pour compenser les frais de réparation et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci peut engager une action en responsabilité contre le locataire. Le Conseil a aussi pris des mesures relatives au plafonnement des prix et des marges de certains produits et services. Il s'agit des mesures visant à faire face à la vie chère, qui reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Le présent décret, après avis de la Commission de la concurrence, fixe les modalités d'application de la mesure de réglementation des prix prévue par l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence. Il établit et plafonne sur une période de 6 mois les prix et les marges du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile de table et du ciment. Ce plafonnement s'applique aussi bien au niveau de la production, donc sortie usine, qu'au niveau de la distribution des produits concernés. Par ailleurs, la Journée nationale du prix d'excellence, édition 2017, évoquée également au cours de ce conseil. La cérémonie va se dérouler le 4 août prochain, à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avec à la clé 78 prix en jeu. Ce prix national consacre l'engagement du gouvernement de promouvoir une société d'excellence en accord avec la vision d'une Côte d'Ivoire émergente du président de la République. Ainsi, pour l'édition 2017 de cette journée d'excellence, ce seront au total 78 prix qui seront mis en compétition, dont 75 seront effectivement décernés cette année. 3 prix, à savoir le prix d'excellence des armées, le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale et le prix du meilleur aménageur foncier ne seront pas décernés cette année.
À l'issue du processus de sélection mené, chaque lauréat classé premier recevra des mains du président de la République un trophée, un diplôme, ainsi qu'un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Le Conseil, avant de refermer ses portes, s'est félicité des performances réalisées cette année encore par l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. L'établissement s'est illustré de la plus belle des manières avec l'admission de 5 de ses étudiants, tous des Ivoiriens, au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Le vice-président a reçu cet après-midi une délégation du Bureau indépendant d'évaluation du Fonds monétaire international, FMI. En mission à Abidjan, la délégation est allée expliquer l'objet de sa présence au vice-président, présence donc en Côte d'Ivoire. Quelques heures avant, notez que Daniel Kablan-Dekan a échangé avec le directeur de l'OCDE. Il s'agit de l'organisation de coopération et de développement économique. Daniel Kablan-Dekan qui a donc échangé avec le directeur adjoint de cette organisation. Mama Traoré. Que pensent l'État et le secteur privé des interventions du Fonds monétaire international FMI en Côte d'Ivoire? C'est pour répondre à cette question qu'une délégation du Bureau indépendant d'évaluation du FMI est en mission à Abidjan. Elle est allée rendre compte de cette mission ce mercredi au vice-président Daniel Kablan-Dekan. Nos rencontres ont été fructueuses à Abidjan. Nous entreprenons cette évaluation en vue d'améliorer les interventions du Fonds monétaire international pour le futur. Autre acteur économique de premier plan, reçu par le vice-président, le directeur adjoint du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Faisant partie des 9 pays africains membres de ce centre, la Côte d'Ivoire fait office de bon élève, selon Federico Bonaglia. Dans ces groupes de 9 pays, la Côte d'Ivoire joue un rôle très important parce que c'est le vice-président de notre comité directeur. Et le vice-président, son Excellence, M. Duncan, nous a fait l'honneur déjà d'une visite pour discuter les résultats de l'étude multidimensionnelle que nous avons préparée ensemble avec les autorités ivoiriennes et qui a identifié un certain nombre de réformes, 83 réformes, sur lesquelles le gouvernement s'est engagé avec une mise en œuvre et dans lesquelles l'OCDE est en train d'appuyer d'une façon technique les équipes de la présidence et les différents ministères pour faire un monitorage de la mise en œuvre, l'implémentation de ces réformes. Ces réformes économiques ont permis le choix de la Côte d'Ivoire dans le groupe des 5 pays africains devant bénéficier du programme Compact with Africa, initié récemment par le G20. C'est pour partager cette expérience réussie que le directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE a invité la Côte d'Ivoire à participer au prochain Forum international sur l'Afrique. Forum qui se tiendra le 4 octobre prochain à Paris. Le Premier ministre Amadou Ogon Coulibaly a, lui, présidé ce mercredi une réunion de la mission interministérielle franco-ivoirienne. La mission devra travailler à renforcer la coopération économique et financière entre les 2 pays. C'est ce que nous dit Alexis Oudraogo. Un mois après la rencontre entre les 2 chefs d'État ivoiriens et français à l'Élysée à Paris, une mission interministérielle est mise sur pied. Objectif, raffermir la coopération financière et économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce mardi à la primature, le Premier ministre Amadou Ogon Coulibaly a présidé la réunion de cadrage de ladite mission. La présente mission devrait permettre d'échanger autour des priorités à inscrire dans la coopération avec la France en vue de contribuer au maintien de cette dynamique économique. Le souhait donc du gouvernement qu'il permette de répondre à la totalité du besoin financier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, dont le schéma franco-français a été retenu pour sa mise en œuvre. L'objectif du gouvernement est de mettre en œuvre ce projet dans son périmètre initial, de 37 km, allant dernièrement à Port-Boué pour un coût de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. En ce qui concerne les autres priorités, nos discussions devront nous permettre de nous accorder sur les instruments financiers à mobiliser et les enveloppes nécessaires pour une action efficace dans l'intérêt de nos 2 parties. Autres priorités concernées, l'éducation, la formation, l'emploi. Il s'agit d'améliorer l'employabilité et la compétitivité au sein des entreprises. Les questions de résilience et de protection de l'environnement sont aussi sur la table.
48 heures durant, les participants travailleront donc à trouver des mécanismes pour contribuer au maintien de la dynamique économique entre les deux pays. La France et la Côte d'Ivoire devraient également renforcer leur partenariat militaire en vue de gagner la bataille contre l'insécurité et le terrorisme. S'agissant donc de la sécurité, l'objectif du gouvernement est de consolider la normalisation de la situation sécuritaire globale de notre pays à travers des actions ciblées et efficaces. Le cadre de référence de cette action est la loi de programmation militaire d'une part et la loi de programmation des forces de sécurité intérieure. Il s'agira notamment d'apporter un appui au schéma de restructuration de l'armée ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France sur le continent africain. 319 Ivoiriens mettent fin à leur exil après plusieurs années passées au Libéria. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire hier mardi, accueillis à tout le pleu par les autorités administratives. Notez que ce retour au bercail intervient quelques jours seulement après une mission gouvernementale au Libéria. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan certifié OACI, je vous le disais en titre, il s'agit d'une exigence pour l'Organisation de l'aviation civile internationale qui atteste donc que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny répond aux exigences de sécurité. On voit tout cela avec Francis Boifo. 2 ans après la certification américaine TSA qui autorise des vols directs vers les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny vient d'obtenir la certification OACI. C'est une exigence pour l'Organisation de l'aviation civile internationale. À la différence de l'agrément TSA, abusivement appelé certification américaine, qui porte exclusivement sur la sûreté dans les aéroports, la certification OACI porte sur l'environnement, la sécurité et la sûreté, tant du point de vue des infrastructures que du fonctionnement. Ces défis, Aéria a su les relever. Le directeur général d'Aéria ajoute que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est le premier aéroport africain certifié neutre en carbone en termes de bilan de CO2 et 30e au monde. C'est l'image et le sérieux de la Côte d'Ivoire dans l'application des standards internationaux, et ça c'est une valeur chère au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour les experts en aviation, la certification OACI va favoriser l'installation de nouvelles compagnies. L'exemple du Togo, certifié en 2014. J'avais à peine 7 compagnies, aujourd'hui on a 12 compagnies. Il y a d'autres compagnies qui vont arriver. Augmenter le trafic aérien, c'est le souhait du gouvernement qui veut faire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan un hub régional en 2020. Des négociations sont en cours pour attirer plusieurs compagnies internationales assurant des vols directs. Les efforts déployés par l'ANAC ont permis en 2015 l'obtention de la certification américaine TSA, autorisant les vols directs sur les États-Unis d'Amérique à partir d'Abidjan. À ce sujet, il est important de souligner que des discussions bien avancées sont en cours avec des compagnies aériennes pour assurer cette desserte. Les nombreux projets réalisés sur la plateforme aéroportuaire ces 3 dernières années ont permis d'augmenter le trafic. d'1 700 000 passagers en 2015, on est passé à environ 1 850 000 passagers en 2016. La BAD et la BID, partenaires pour le développement de l'Afrique. À l'occasion de sa première visite en Afrique subsaharienne, le président de la BID, la Banque islamique de développement, a échangé avec le président de la Banque africaine de développement, la BAD, échange autour du renforcement de leur partenariat. On fait le point avec Justine Djigué. Une rencontre riche de retombées positives pour les pays membres de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque islamique de développement BID. Le président de la BID, Dr Bandar Adjar, et Dr Akinwumi Adesina, président de la BAD, ont échangé en présence de leurs collaborateurs respectifs sur les perspectives des 2 institutions en matière de développement. On retient de cette rencontre que la BAD veut établir un partenariat solide avec la BID. La BID étant l'un des principaux contributeurs de cofinancement
de la BAD. Les deux institutions ont cofinancé des projets évalués à plus de 2,5 milliards de dollars américains pour la période 2002-2016. Le président de la BAD, dans son adresse, évoque la bonne coopération entre la BAD et la BID. Il convient donc pour lui d'établir un partenariat plus solide en vue d'accélérer le développement des 27 pays africains confrontés à d'énormes difficultés. La BAD se dit disposée à représenter la BID dans les pays où elle ne l'est pas. Même son de cloche chez le président de la BID qui souhaite que le partenariat porte sur le financement de l'agriculture, des énergies renouvelables et des PME. Selon lui, l'institution doit s'engager dans la décentralisation pour être plus proche de ses clients et dans la restructuration en vue d'alléger les procédures de décaissement. Il entend étendre le partenariat aux ONG et aux centres de recherche. Au nombre des projets envisagés ensemble, le Fonds de financement islamique pour l'Afrique d'un montant de 6 millions de dollars américains, dont une contribution de la BID de 2 millions de dollars américains. Fonds consacrés au financement des assistances techniques, des services de conseil, des projets de renforcement des capacités pour les entités du secteur public et privé en Afrique. Aussi, le fonds de 100 millions de dollars pour le financement des PME et autres entrepreneurs avec en ligne de mire les jeunes et les femmes. Les deux parties souhaitent un nouveau protocole d'accord après l'expiration de celui de 2010. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de la première visite du président de la BID en Afrique subsaharienne. Et on reste dans le cadre de l'économie. Ouverture ce mercredi à Conakry du Forum économique ivoiro-guinéen. Ce forum va durer 2 jours et il enregistre une 50aine d'opérateurs économiques ivoiriens. Il est question de favoriser le partenariat entre les secteurs privés des deux pays. Envoyé spécial Jean-Jacques Kwame Ala. L'objectif de la mission économique de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, en Guinée, est de développer les échanges d'affaires entre les entreprises guinéennes et ivoiriennes et de favoriser un partenariat sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, encore très faibles. Le Forum économique ivoiro-guinéen, ouvert ce mercredi, vient concrétiser cette démarche. Une 50aine d'opérateurs économiques ivoiriens a effectué les déplacements pour avoir une meilleure connaissance de l'environnement des affaires. Un environnement des affaires en plein essor et qui présente plusieurs opportunités d'investissement. Secteur privé guinéen, je demande à nos partenaires ivoiriens de nous faire bénéficier de leur expérience pour la reconstruction absolument nécessaire de notre tissu économique qui a un très fort potentiel. Ces travaux devraient nous permettre d'identifier les obstacles et formuler des propositions pour une bonne synergie entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes pour des investissements fructueux. Tout le long de ce forum, nous aurons un panel de haut niveau et des ateliers sectoriels. Ce forum sera également l'occasion pour les opérateurs économiques guinéens et ivoiriens de prendre des contacts. Ouvrant les travaux du forum, le Premier ministre guinéen s'est réjoui de la tenue de cette rencontre. Mamadou Youla a insisté sur le partenariat sud-sud pour sortir l'Afrique du sous-développement. La Guinée est un partenaire stratégique d'avenir pour les pays de la sous-région et donc aussi et avant tout pour la Côte d'Ivoire que nous recevons aujourd'hui. Nous devons nous inscrire dans une dynamique de coopération forte. Votre présence ici traduit un désir partagé de voir émerger cette coopération que nous appelons de nos vœux pour constituer un exemple pour la sous-région et pour l'Afrique. Le fonds d'études, on en parle à présent, c'est un fonds spécial créé par le gouvernement ivoirien pour permettre la mise en œuvre de projets structurants dont la réalisation impose au préalable une étude détaillée. Eh bien, ce fonds est très peu sollicité parce que justement méconnu et il a été présenté aujourd'hui même aux acteurs institutionnels. L'enseignant Bakayoko. Ce fonds spécial a été mis en place pour financer les études nécessaires à la mise en œuvre de tout projet inscrit dans le Plan national de développement et au programme d'investissement public, PIP.
afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Ce dispositif doit être renforcé et vulgarisé afin d'accroître davantage son efficacité. En effet, du fait de la connaissance limitée des procédures de paiement des études autorisées et au retard constaté dans leur réalisation, les ministères perdent beaucoup trop de crédits budgétés. À titre d'exemple, rien que pour la gestion 2015, plus de 10 milliards n'ont pu être consommés sur une allocation d'environ 35 milliards de francs CFA. La rencontre de ce jour est donc destinée à l'optimisation des dotations financières et repose sur 4 phases. Premièrement, la mise en place d'un mécanisme de régulation du rythme de consommation des crédits sur le fonds. Deuxièmement, la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation des études initiées par les différents ministères. Troisièmement, le renforcement de notre partenariat avec les bailleurs de fonds afin de bénéficier de leur appui. Et quatrièmement, enfin, la maîtrise par les principaux acteurs des procédures de dépenses sur le fonds d'études. À ce jour, 357 demandes de financement ont été adressées au fonds spécial par 20 départements ministériels. Après examen, 174 études ont été autorisées pour un coût total de 91 milliards de francs CFA. L'avant-projet de loi portant statut du député en cours d'élaboration, des experts et agents de l'administration du Parlement se sont réunis à Grand-Bassam pour plancher sur le sujet. Avec Michel Digré, on en sait davantage. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, la Côte d'Ivoire est désormais un pays à parlement bicaméral avec l'institution d'un Sénat. Mais avant l'effectivité de cette disposition, l'innovation induit une révision des textes régissant anciennement l'Assemblée nationale. Une nouvelle constitution a été prise, alors que la loi qui a été prise sous l'empire d'une ancienne constitution. De nouvelles dispositions ayant été prises, il faut d'abord conformer la loi existante à la nouvelle constitution qui est la norme suprême de l'État. Les agents de l'administration du Parlement ont donc jeté les bases de la loi organique fixant le nombre de membres de chaque chambre, les conditions d'éligibilité des députés, les régimes d'inéligibilité et d'incompatibilité. Ce nouveau texte devra également traiter les questions des conditions d'organisation de nouvelles élections, les cas de vacances des sièges, le montant des indemnités et avantages des députés. Vous savez, la législation, comme toute œuvre humaine, n'échappe pas à l'usure du temps. Le texte existant, il date de 1994. Et vous savez que le niveau de vie des Ivoiriens a changé depuis 1994. Le simple élément que le niveau de vie ait changé doit obliger le législateur à modifier un peu les règles qui concernent la situation sociale des députés. Les propositions de cet atelier seront soumises à un comité ad hoc composé uniquement de députés qui va travailler sur le document. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. En raison de l'indisponibilité des ministres invités, les séances de questions orales avec débat initialement prévues le jeudi 13 juillet 2017 sont reportées à une date ultérieure, communiqué émanant de l'Assemblée nationale. Direction le nord-est de la Côte d'Ivoire à présent, plusieurs infrastructures en chantier dans la ville de Kong. Les élus et cadres de cette localité de la région du Tchologo ont tout simplement décidé de mettre tout en œuvre pour offrir aux populations des infrastructures modernes et un mieux-être. Le constat de Kader Sogodogo. Érigé en commune depuis 1995, Kong veut sortir d'une certaine léthargie en se dotant d'infrastructures dignes d'une cité moderne. Pour ce faire, les autorités municipales et les cadres travaillent de concert. Le plan d'urbanisme directeur achevé par le BNET rend les choses aisées. Au niveau de l'habitat, des logements sociaux sont en cours d'achèvement pour faciliter le logement des fonctionnaires en poste dans la ville. Une cité administrative est également en construction pour accueillir plusieurs services de l'État qui font défaut. Une bonne nouvelle, plus besoin de parcourir 100 km de pistes pour se rendre à Ferkessédougou en vue de payer des médicaments dans une pharmacie. Le maire de Kong, par ailleurs, ministre des Affaires présidentielles, a procédé à l'inauguration de la première pharmacie de tout le département. Après cet acte, a suivi la pose de la première pierre du nouveau marché de Kong.
Ce marché, ce qu'il faut savoir, en quelque sorte un don de la Chine, avec un complément de la municipalité de Kong. Et nous avons bon espoir de pouvoir continuer à développer ce type d'action. Nous venons aussi d'inaugurer la première pharmacie de Kong, il faut le dire, c'est la première pharmacie de Kong. Jusque-là, c'était des dépôts de médicaments. Et nous pensons que nous allons continuer avec ce type d'action pour que cette ville qui a été longtemps oubliée puisse se retrouver. Un marché aux allures modernes. Ce marché va répondre aux nouveaux critères de tous les marchés en général. Le délai qui nous est imparti est de 4 mois et nous croyons respecter ce délai. Reste à venir le désenclavement de la commune à travers des voies bitumées pour y accéder. Le conseil du district de Yamoussoukro, également soucieux du mieux-être de ses populations. Le conseil qui a décidé, lui, d'appuyer les activités régénératrices de revenus des associations de femmes et de jeunes à hauteur de 108 millions de francs CFA. Kwadjo Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Le district autonome de Yamoussoukro accompagne 36 associations et structures en mettant à leur disposition une subvention de 108 500 000 francs CFA. Le conseil du district a donc pris le pari de contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques en soutenant les activités génératrices de revenus qui favorisent le développement du district. Ces subventions, qui se définissent comme une contribution financière allouée à des personnes physiques ou morales, sont destinées à la réalisation de projets ou d'activités d'intérêt général. Docteur Thiam Augustin invite les bénéficiaires à faire bon usage de ces fonds en les utilisant de manière rationnelle. La présidente de l'association des femmes a, au nom des bénéficiaires, remercié le conseil du district pour son appui financier, un soutien qui permettra de redynamiser leurs activités. Le district autonome de Yamoussoukro a une superficie de 2132 km², une population de 355 573 habitants, 2 départements, Yamoussoukro et Atiéguakro, une commune, 4 sous-préfectures, 59 villages et des campements satellites et 3 principaux organes de gestion. Forte mobilisation des journalistes et professionnels de la communication à moins de 9 jours des 8e Jeux de la francophonie. Le mot d'ordre est clair, assurer une bonne couverture médiatique de l'événement. Appel lancé par la commission communication du Comité national des 8e Jeux de la francophonie. Isaïo. Le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, galvanise les journalistes pour une meilleure couverture médiatique des Jeux de la francophonie. Le président de la commission communication du CNJF, Mam Kamara, à l'invitation de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, invite la presse locale à s'approprier l'événement. Nous sommes venus au nom du ministre, au nom du directeur des Jeux, réaffirmer l'engagement donc du Comité national des Jeux de la francophonie à travailler avec la presse, à travailler avec les journalistes ivoiriens et à travailler avec l'ensemble des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Le succès des Jeux passe par une bonne couverture médiatique, un enjeu dont les journalistes et patrons de presse ont conscience. Il y a une mobilisation générale autour des Jeux. Il était bon que les journalistes également se mobilisent pour la réussite de ces Jeux. C'est pour cela que nous avons convoqué tous nos confrères ici à la Maison de la Presse pour que nous puissions avoir toutes les informations et nous-mêmes informer les autres. Pendant cette période de jeu, les journalistes doivent se mobiliser pour être professionnels jusqu'au bout. Les patrons de presse en Côte d'Ivoire sont disposés à accompagner ces Jeux de la francophonie. Il y va de notre image et la presse ivoirienne, les patrons de presse avant tout, doivent apporter leur contribution très appréciable à ces Jeux de la francophonie. Mam Kamara encourage les journalistes ivoiriens à s'inscrire massivement sur le site internet des Jeux de la francophonie pour avoir une accréditation. Seul Sésame qui permet l'accès aux différents sites. Il indique que les retardataires ont encore le temps jusqu'au 20 juillet vers des Jeux pour se faire établir leur accréditation. Voilà, 8e Jeu de la francophonie, J-9.
Au moins 16 morts et une vingtaine de blessés dans une série d'attentats perpétrés à Maiduguri. Et c'est dans le nord-est du Nigeria. Cela s'est passé ce mercredi. Des femmes kamikazes se sont faites exploser à plusieurs points de la ville. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 4 femmes, des kamikazes. Elles se sont faites exploser au même moment dans des quartiers différents de la ville de Maiduguri. Au moins 17 personnes ont été tuées et 21 blessées dans la série d'explosions. Une des femmes serait rentrée dans un point d'appui des forces de la protection civile avant de déclencher sa bombe qui a tué 3 personnes. Une autre s'est fait exploser près d'un distributeur automatique, tuant 7 personnes. Au total, avec les kamikazes, nous avons 16 personnes qui ont perdu la vie. Nous avons environ 21 blessés dans l'hôpital spécialisé. Nous sacrifions notre vie, Inch'Allah. Nous continuons à lutter contre cette insurrection jusqu'à ce que Dieu apporte la paix à l'État de Borno. L'insurrection sanglante de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts au Nigeria depuis 2009. Le groupe terroriste a également enlevé plusieurs milliers de femmes, d'enfants et de jeunes hommes enrôlés de force. Parmi ces femmes et ces filles, certaines sont devenues des esclaves sexuels ou domestiques et parfois même forcées à combattre ou à lancer des attentats suicides. Aujourd'hui, la secte Boko Haram a perdu la plupart des territoires qu'elle contrôlait, mais continue de perpétrer des attaques meurtrières au Nigeria et dans des pays voisins que sont le Niger, le Cameroun et le Tchad. Commentaire d'Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.